Bienvenue au Polysécure épisode technique. Je suis accompagné de Yann. Salut! Comment vas-tu? Ça va super bien, toi? Très bien aussi. Une autre belle occasion de parler de sujets divers en cybersécurité. Cette fois-ci, on va sortir un peu de notre normale. C'est-à-dire qu'on va parler d'un sujet qui est un peu en dehors de Google, mais on va quand même faire le lien avec Google à travers tout ça. Microsoft a connu un problème de sécurité qui a été très médiatisé. Beaucoup de gens ont déchiré leur chemise sur la place publique, se sont énervés, il y a eu beaucoup de choses. C'est parfois très difficile de faire la distinction de tout ce qui s'est passé. Et connaissant l'historique de Google, c'est très intéressant d'avoir un point de vue extérieur. Peut-être pas puis je le dis avant toi, qui n'est pas cautionné par Google, mais qui a une opinion personnelle. Mais de l'historique de quel tu as vécu permet justement de relativer ou de regarder, d'avoir une certaine distance par rapport à l'événement. Fait que je vais te laisser commencer, puis bon, je vais poser mes questions comme d'habitude. Là. Super. Bien, effectivement, comme tu mentionnes, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, effectivement, la fameuse attaque là, sur les clés, la perte de clés chez Microsoft. C'est vraiment mon point de vue, les recherches que j'ai faites, les lectures de blogs qui ont été faites. C'est pas le point de vue de Google. OK? Donc, juste faire la petite différence ici. Donc, l'information qui est divulguée, c'est l'information qui est publique. Vous pouvez tout trouver cette information-là un peu partout. Mais de la rassembler puis de la comprendre, c'est là le défi. C'est vraiment là le défi parce que ce qui est spécial avec cet événement-là, c'est que c'est un événement qui, quand même d'envergure, qui a un impact incroyable. On a entendu beaucoup dans les médias, mais quand on se met à faire des recherches au niveau sécurité, il n'y a pas beaucoup de profondeur. Il y a certains endroits qu'on a de la profondeur, mais pas partout. Donc, c'est rassembler cette information-là pour en parler puis comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Globalement, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Si on regarde un petit peu l'historique de ce problème-là, on parle vraiment d'une attaque sur des... En fait, c'est un groupe qui semblerait être un groupe chinois. Donc, le groupe a été identifié comme le groupe Storm 0558. Vous pouvez faire des recherches sur ce groupe-là. La majorité des groupes sont toutes codés de cette manière-là. Donc, le groupe Storm 0558 a effectué une attaque au niveau Microsoft, aurait volé des clés d'encryption. Donc, des clés d'encryption au niveau client. Puis ces clés d'encryption-là permettaient de signer des tokens d'authentification sur différents services chez Microsoft, dont la messagerie Outlook. Donc, à premier abord, ça semblait être que Outlook, mais en fait, ça a tout débuté par là. Puis l'impact a été quand même intéressant rapidement. Rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait une vingtaine d'organisations qui étaient touchées par ce problème-là, donc des gens qui auraient accédé à des courriels hébergés chez Microsoft par ces clés-là. Certains blogs parlent de 20, on parle de 24, on parle de 30, ça va dépendre des sources, mais on s'entend tous entre 20 et 30 autour d'eux qu'on a ces éléments-là. Et dans les organisations impactées, on parle d'organisations gouvernementales américaines et certains gouvernements de l'Europe de l'Ouest qui sembleraient être le plus ciblés dans cet élément-là. Donc, en fait, tout ça débute par un vol de clés des signatures, donc les clés d'encryption MSA qu'on peut retrouver chez Microsoft. Puis ces clés-là, en fin de compte, vraiment utilisées pour faire la signature des tokens d'authentification pour les clients pour accéder aux services cloud Microsoft. OK? Donc, une fois que ces clés-là sont obtenues par le groupe 0558, Storm 0558, bien, ces clés-là sont utilisées pour forger une signature valide. Donc, si j'utilise un courriel d'une cible et je forge une clé d'authentification valide, j'envoie cette clé-là à mon service, entre autres Outlook, et bien, j'ai accès au service. Oui, c'est ça, parce que ça vient impersonnifier la personne du fait que l'enveloppe est légitime, dont la clé signe l'enveloppe, et le contenu est donc interprété comme étant légitime. Et on peut prendre à peu près n'importe quelle identité, puis c'est aussi ça aussi qui est un défi dans cet élément-là, et malheureusement, où Microsoft a trébuché également sur quelques éléments qui étaient mal sécurisés, là. Oui, mais c'est là que le plaisir débute. Le plaisir débute avec ces clés-là. Puis pourquoi on se rend là? Pourquoi, premièrement, des clés se retrouvent D'où arrivent ces clés-là? Quelles sont ces clés-là? Pourquoi est-ce que Storm 0558 obtient ces clés-là?
Et comment est-ce que c'est possible, après ça, d'aller utiliser cette signature-là sur l'enveloppe pour s'authentifier sur un système et que ça soit accepté par le système? Sachant, en plus, que ces clés-là étaient des clés qui étaient non utilisées, qui étaient même considérées invalides par Microsoft, on peut se poser la question pourquoi le service accepte ces clés-là pour signer puis autoriser le token d'authentification. Une chose qui est super intéressante dans cette attaque-là, parce que les clés ont été volées, ils ont été utilisées pour exploiter, pour accéder à des informations, voler de l'information de la propriété intellectuelle, accéder à des courriels, l'information sensible. Mais c'est tout l'historique qui amène là, puis le délai. Puis ça, c'est vraiment important de regarder le délai et le temps entre les choses. C'est là qu'on peut commencer à se poser des questions. Moi, je me suis posé plein de questions en lisant ces choses-là. Quand on regarde les rapports qui sortent, initialement, le problème, si on regarde dans l'analyse que Microsoft a faite, semble que l'attaque aurait débuté autour du 15 mai 2023. Puis, Storm 0558 utilise ces premiers tokens-là pour forger leur identité, valider des tokens et accéder des courriels. Mais là, il utilise ça pendant quelques jours, quelques semaines. Puis là, on se rend environ à la mi-juin. Et puis là, les dates varient encore d'une source à l'autre. Certaines sources vont parler du 14 juin, d'autres vont parler du 16 juin, mais on s'entend mi-juin. Entre autres, il y a certaines sources qui mentionnent simplement mi-juin, plus simple. Parlons de mi-juin, où est-ce que une agence gouvernementale américaine détecte une utilisation un peu étrange de certaines clés. Donc, certaines authentifications, finalement, sont faites au niveau du système. Puis, eux, dans leur log, détectent qu'il y a un App ID qui est non utilisé par leur agence, qui est utilisé pour accéder à des courriels. Donc là, on parle vraiment d'un client qui est quand même assez avancé côté sécurité pour être en mesure de détecter un App ID qui n'est jamais utilisé ou pas utilisé par cette organisation-là. Donc, quelque chose de très, très, très précis. Là, on parle quand même de 15 juin dans les recherches, 15 mai que c'est détecté. Et là, on est rendu à la mi-juin. Donc, on a un mois d'exploitation potentielle sur un nombre assez grand d'utilisateurs d'Outlook ou services Microsoft. Oui, je pense que service Microsoft, considérant les différentes analyses qui ont été produites, entre autres par Wiz, qui est quand même assez complet. Là. Puis on constate que ces clés-là, c'était un peu bar open, mettons, là, sur cette clé-là. Ouais. Bar open, c'est même peut-être faible comme analogie. Je pourrais dire. C'est assez spectaculaire quand on regarde l'analyse de Wiz, entre autres le blog de Wiz pour cette analyse-là est super intéressant parce qu'on voit même comment les clés sont forgées, quoi vérifier, quelle signature. Donc, on a vraiment quelque chose d'assez profond au niveau du blog de Wiz. Ils ont fait un super beau travail de ce côté-là. Et ils ont travaillé en collaboration avec Microsoft. Donc, les faits qui sont là ont été aussi corroborés par Microsoft, ce qui est quand même intéressant parce que ce n'est pas juste leur opinion des faits, c'est aussi une validation de Microsoft de ce côté-là. Donc, eux vont chercher ces informations-là. Et puis, à partir du 16 juin, informe Microsoft comme quoi il y a quelque chose d'anormal et demande à Microsoft de faire des recherches de leur côté. Mais là, ce que ça implique, c'est que on a 30 jours qu'on a un acteur malicieux qui est dans des environnements Microsoft, qui fait de l'impersonnification de comptes, qui va signer des tokens, accède à des courriels. La majorité des clients ne le voient pas, donc on a un seul client avancé qui réussit à détecter cet élément-là. Microsoft ne détecte pas cette problématique-là. Donc, d'une clé qui est techniquement non valide, qui est utilisée pour signer des tokens. Donc, on n'a absolument aucun signal qui est élevé du côté Microsoft, dire qu'il y a un exploit qui est fait en ce moment. Mais ce qui est impressionnant aussi, puis on en parlait un peu c'est que cet attaquant-là est clairement très patient. Parce qu'il n'a pas fait beaucoup de bruit. Parce que c'est pour ça qu'on parle que le client qui l'a détecté, il est très avancé parce que la trace qui a été laissée, elle est très subtile. Donc, l'attaquant n'a pas été bruyant. Si on parle d'un attaquant chinois, historiquement, les Chinois s'en foutent un peu, puis donc ne sont pas très dans la discrétion.
Donc, c'est un peu un changement de modèle d'opération des Chinois dans ce cas-ci, de ne pas faire de bruit puis de vraiment l'utiliser. Puis pour avoir été un pentester, quand tu trouves un bug majeur, l'excitation de trouver un bug majeur souvent l'emporte sur la rationalité de l'utiliser de façon intelligente. Donc, j'ai un certain mérite de la part, en tout cas un changement opérationnel de la part des Chinois sur la façon de le faire. Puis justement, parce que c'est majeur, là, ça, c'est la clé maître qui permet de rentrer sur à peu près tout le contenu de M365 de Microsoft. J'imagine de point de vue mondial, mais ça, c'est pas clair là, où la portée est définie. Mais en tout cas, très large, minimalement américain. Moi, j'aurais eu de la misère à pas faire la danse de la victoire. Là. Non, en effet, là, ça aurait été super difficile. T'as la clé, c'est capable on est capable d'aller chercher de l'information sensible au niveau gouvernemental. Avec les situations géopolitiques du moment, c'est de l'information qui peut valoir de l'or. Donc, très, très, très sensible. Ça reste de l'information qui est une technique d'attaque, mais encore là, on n'a pas encore la source, on n'a pas la fin de l'enquête. Donc, on ne sait pas exactement d'où ils ont réussi à récupérer ces clés-là. C'est pas clair encore en ce moment. En faisant le tour, par exemple, certains blogs, si on passe par exemple au niveau de Bruce Schneier, ben Bruce émet peut-être l'idée que ça pourrait venir de la perte de code qui a eu lieu durant l'attaque de SolarWinds, que Microsoft a perdu du code dans ce temps-là, donc peut-être que les clés auraient été volées à ce moment-là. Encore là, ce n'est que des suppositions, on n'a pas encore la preuve, peut-être on va le savoir peut-être un jour, peut-être pas, mais c'est une des suppositions qui fait, à mon avis, quand même un peu de sens. Ouais, ça fait du sens. Puis j'ouvrais la porte, puis de toute façon, on va en aborder plus tard. Je souhaite qu'il y ait une forme de transparence à ça au même sens où Google a été transparent avec l'opération Aurora qui s'est passée. C'est essentiel, cette transparence-là, parce que au-delà du... Le but, c'est pas de mettre Microsoft pas nous accuser, mais qu'on ait une compréhension de ce qui s'est passé, justement, pour que ça bénéficie à tout le monde, parce que de cette expérience-là, je pense qu'il va y avoir beaucoup de leçons apprises qui devront être tirées, puis pas juste par Microsoft, parce qu'il y a sûrement d'autres, soit des compagnies privées, même probablement des grands clouders, comme Google a changé ses méthodes d'opération, ben si ça peut bénéficier au plus grand nombre. Mais j'ai très hâte de voir justement comment cette clé-là a pu quitter le périmètre très, très sécurisé de Microsoft. Effectivement, c'est ça que ça va être intéressant de voir. Mais il y a d'autres questions aussi qu'il y a à se poser. Parce que quand on regarde ce qui est arrivé, donc là, on est rendu à peu près le 16 juin, Microsoft a trouvé la source du problème. On doit attendre un autre 10 jours encore. Donc, on est rendu le 26 juin avant que Outlook n'accepte plus les tokens qui sont signés par l'API, le Get Access Token for Resource, qui n'accepte plus les tokens qui ont été signés pour un renouvellement à partir de cette API-là. Ce qui est quand même assez intéressant quand on se met à lire au niveau de cette API-là, c'est qu'à peu près tout le monde et sa mère peut l'appeler. Puis à peu près tout le monde peut le consommer aussi chez Microsoft. Donc, il y a une grande ouverture de qui peut l'accéder et qui peut le consommer, ce qui, de mon point de vue, ne semble pas démontrer une approche de Zero Trust. Donc, essayer de cloisonner, restreindre l'accès, valider qui peut l'appeler, qui ne peut pas l'appeler. Donc, à partir du 26 juin, c'est ce que Microsoft commence à faire. Donc, commence à réduire les scopes de qui peut appeler et qui peut consommer ce service-là. Chose qui aurait dû être faite initialement parce que dans leur best practice, leur blog, c'est le genre de choses qu'ils parlent, le Zero Trust, puis que c'est quelque chose d'important. Donc là, on voit que sur cet élément-là, ça ne semblait pas être là. On va leur laisser le bénéfice du doute de ce côté-là. Puis après ça, on est rendu au 27 juin. Donc, le lendemain, c'est à partir de ce moment-là que là, on révoque les clés qui sont non utilisées, puis on change les clés pour être sûr que les clés qui ont été volées ne puissent pas être utilisées. Après ça, on doit quand même attendre environ 11 juillet avant que les premiers billets Microsoft sortent. Donc, on se rappelle, l'attaque a commencé le 15 mai. Mi-juin, on a les clients qui contactent Microsoft pour faire une enquête. Puis là, on a encore un autre mois après pour informer publiquement les gens de qu'est-ce qui s'est passé. On parle quand même de 2 mois de distance. Puis initialement, une chance qu'on avait un client bienveillant qui a réussi à trouver cet élément-là. Puis ce client bienveillant-là, ce qui est assez impressionnant, c'est que a détecté la faille parce que
il avait décidé de payer un extra pour obtenir les logs avancés. Donc, on ne parle pas de payer pour stockage de logs. On doit payer pour obtenir des logs avancés de sécurité. Donc, peut-être, on ne sait pas combien de clients le paient, cet élément-là, mais ça faisait partie de ces logs-là. Donc, il faut payer un extra pour voir nos logs. Habituellement, la majorité du temps, on va payer pour le stockage de nos logs, pas nécessairement le log avancé, où on va payer parce qu'on veut pouvoir l'extraire de façon facile ou l'intégrer, mais la visibilité du log devrait être là. Ça devrait être, à mon avis, quelque chose qui est là de base. Ça, je suis entièrement d'accord. Puis, de toute façon, j'ai déjà émis cette opinion-là sur un podcast précédent. Il y a des éléments de sécurité. Je veux dire, effectivement, on doit payer l'infrastructure qui est sous-jacente. Puis ça, je suis entièrement d'accord parce que c'est pas ces organisations sont faites là pour faire de l'argent, puis c'est correct. Mais l'accessibilité de cette information-là ne doit pas être contrainte par de payer davantage parce que, à mon sens, c'est fondamental d'avoir accès, au moins d'avoir accès à l'information. Mais là, qu'elle soit stockée que 30 jours parce qu'on en a plus, ben, rendu là, c'est mon problème de payer plus pour avoir du stockage plus long, peu importe. Mais au moins que je sois capable de voir ce qui se passe dans mes infrastructures. Puis pour avoir opéré des COCD, ces affaires-là, si j'ai pas cette visibilité-là, je suis pas super à l'aise. Puis là, en plus, j'ai appris à ce moment-là que Microsoft ne divulguait pas toutes les logs. Fait que moi, ça m'a rendu, je me suis dit, pendant toutes ces années-là, je vivais dans un certain aveuglement d'informations là, par rapport à ça. Fait que ça, je trouve que ça, c'est mal. Ça, c'est très mal. Oui, ils l'ont changé. Là, ils changent depuis, je pense, en septembre, là, ils vont le changer, mais il demeure qu'ils font de l'argent sur des moyens fondamentaux pour protéger nos infrastructures. Ça, j'ai plus de misère avec ça. Effectivement. Puis, l'autre point, tantôt j'ai parlé de l'API qu'on voyait qu'il n'y avait pas nécessairement de Zero Trust puis que les scopes étaient peut-être un peu trop grands au niveau de l'API. L'autre élément qui, moi, me fait poser beaucoup de questions, c'est je ne doute pas du tout de la visibilité que Microsoft a sur son environnement. Donc, les ressources, les serveurs, ces choses-là, tous les services qui sont utilisés, d'après moi, ils ont un inventaire qui se met à jour de façon automatique. Chaque grand cloud le fait de façon assez efficace. Ce qui m'inquiète, c'est plus l'observabilité de ces ressources-là et les métriques d'observabilité qu'ils ont sur ces ressources-là. Donc, leur visibilité est probablement là, mais l'observabilité, les métriques, c'est peut-être pas 100% aligné. Dans ce cas-là, on voit qu'ils ont l'attaquant a pu travailler pendant 1 mois sans même être détecté par Microsoft. Donc, on voit que ces éléments-là ne sont pas vérifiés, qu'une clé qui n'est pas utilisée, une clé expirée, est quand même consommée et que le service va répondre et nous envoyer de l'information. Donc, ça devrait lever des alertes, lever des erreurs quelque part, chose qui n'était pas là. Peut-être c'est là, mais qu'il n'y a personne qui regardait le dashboard. Encore là, ça, on n'a aucune idée. On n'aura probablement pas la réponse, mais ça reste que moi, ça me fait me poser beaucoup de questions sur tout le reste. Si par défaut, je dois payer pour voir ces choses-là, ben, je m'attends à contrepartie que toi, tu fais une portion. Tu sais, quand on parle de partage de responsabilité au niveau d'un cloud, c'est là que ça devient super important, vraiment, entre le fournisseur cloud et le client, que chacun a ses responsabilités, mais de travailler ensemble aussi. Donc là, je pense qu'il y a peut-être un petit peu de travail à faire de ce côté-là, côté Microsoft. Puis une chose, puis c'est intéressant, tantôt tu t'as mentionné, tu as parlé d'Opération Aurora. Dans un podcast passé, je l'ai mentionné, c'est quelque chose que je trouve super intéressant de l'historique de Google, Opération Aurora, parce qu'il y a beaucoup de parallèles avec ce qui vient d'arriver chez Microsoft. Plusieurs parallèles, parce qu'on parle, on recule un petit peu en arrière, là, si je peux faire la genèse d'Opération Aurora. On est en 2009 chez Google. Google vit des super belles années, c'est en croissance, une révolution numérique partout. Google a beaucoup de produits clients, très peu entreprises, mais beaucoup orientés clients, donc permet aux gens de s'exprimer, de consommer de l'information, organiser ça. Donc, c'est pas un problème pour Google vraiment de cet aspect-là. Google se voit comme un sauveur de la donnée et se sent pas comme une cible potentielle. Ce qui arrive durant Opération Aurora, c'est que c'est vraiment une super année, comme je disais, mais c'est aussi l'année où est-ce qu'il y a eu l'attaque la plus dévastatrice chez Google. Donc, vraiment l'année où tout a changé, tout a basculé chez Google. On est
le 14 décembre 2009. Et fin de journée, 16 heures en Californie. Et là, on commence il y a une effervescence parce qu'il y a quelque chose qui est spécial, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme c'est supposé. Donc, il y a vraiment des attroupements de gens autour de certains ordinateurs, se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il semble avoir quelque chose qui est très étrange qui agit avec un serveur, mais quand même, c'est pas anormal ce genre de situation-là, de perdre un serveur à gauche, à droite. Donc, Google fait les premières tâches, mais attends, sans plus, si on veut. Le lendemain, le 15 décembre, le problème a commencé à s'étendre. Donc, on a vraiment quelque chose qui est allé un peu plus loin. Ça commence à compromettre d'autres serveurs, d'autres problèmes. Donc, on commence vraiment à s'étendre. Puis là, on se rend compte que le problème est beaucoup plus grand qu'on a pensé. Initialement, ce problème-là, ce qui est quand même intéressant, le problème, un simple courriel a été envoyé à un employé Google. Un employé Google a cliqué sur le lien malicieux. Donc, encore, c'est très, très... Le classique phishing, là. Le classique phishing. Et l'attaque, en fin de compte, a fait un exploit au niveau du navigateur qui était utilisé pour, après ça, se déployer à l'interne et commencer à prendre un peu plus comme qu'est-ce qui se passe à l'interne, commence à vraiment déployer tous ces tentacules. Je me doute que tu as une idée de quel browser on peut parler. En 2009, c'est assez évident. On t'entend dans l'époque Internet Explorer, là, mur à mur. Exactement. Donc, Google, à l'époque, utilisait Internet Explorer à l'interne. Chrome n'était pas déployé, n'était pas quelque chose qui était partout. Donc, on est ailleurs, là, côté sécurité, côté compréhension de ces éléments-là, côté Google. Et là, on est rendu le 15, les serveurs commencent la plupart se faire attaquer. Les salles des war rooms se déploient. Donc, là, vraiment, Google commence à prendre compte, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, déploie les premiers systèmes, va récupérer les ordinateurs, les disques en premier. C'était trop long de récupérer les disques. On récupère les ordinateurs, on récupère toute cette information-là. On centralise tout ça pour faire des recherches. Qu'est-ce qui se passe pour comprendre effectivement qu'on est en train de perdre la majorité des systèmes et puis qu'on a un problème à l'interne. On attend, là, on est le 15. Google travaille sur la problématique et la solution aussi. Qu'est-ce qu'on va faire pour s'en sortir? Et on arrive le 25 décembre où Google décide d'appliquer le fixe. Donc, vraiment, segmentation, changement majeur du réseau. Donc, segmentation, nouvelle configuration, la grandeur de la compagnie. C'est le plus grand changement live qui est fait au niveau de la compagnie. On change tous les comptes de tous les employés. Donc, on a vraiment le changement majeur qui se passe le 25 décembre 2009. À partir de ce moment-là, en poussant nos choses, on sait qu'automatiquement, on voit les connexions, les sessions qui tombent des attaquants. Donc, on sait qu'on a repris contrôle. On monitore encore de plus près, mais on a compris qu'on a repris contrôle, puis les attaquants sont sortis de cet élément-là. Google continue à travailler à réparer l'ensemble de l'œuvre. Pour se rendre compte aussi au niveau de l'attaque dans les recherches que l'attaque vient aussi de la Chine. Donc, un attaquant chinois qui a attaqué Google, qui est quand même surprenant parce que là, on parle d'un pays qui attaque une compagnie privée pour récupérer de l'information, de développement code, mais aussi accéder, puis là, c'est là que c'est très intéressant, accéder à des courriels. Dans leur cas, c'était de dissidents chinois. Donc, retrouver cette information-là de dissidents chinois pour essayer de mieux contrôler l'information, là, comme on les connaît bien, pour être capable de le faire. Et donc là, ça se passe. On est rendu au début 2010. Le 12 janvier 2010, Google fait un disclosure. Donc là, c'est une première. Là, c'est très, très, très rare en 2010 qu'une compagnie va publiquement dire « Je me suis fait hacker, voici ce qui s'est passé, voici ce que j'ai fait. » Donc, c'est une première. Là. Google s'ouvre vraiment à tout le monde en disant « Je me suis fait avoir, voici ce que j'ai fait. » Mais c'est pas juste le fait de s'ouvrir aux autres pour dire « Voici, je me suis fait hacker. » C'est aussi le fait de dire à l'interne aussi, de changer son mindset. OK, là, c'est terminé. L'ajout de sécurité par-dessus nos services.
c'est on développe nos services avec de la sécurité. Donc, tout l'aspect Zero Trust, toutes les logiques de sécurité vont être mis, les segmentations, chaque élément qui doit être validé en tout temps, vraiment entre dans la pensée Google, l'obligation au niveau des développeurs de travailler. Donc, ça devient plus une équipe de sécurité qui applique de la sécurité, ça devient une entreprise qui développe des produits avec de la sécurité inclus. C'est un gros changement de ce côté-là. Quand on regarde les dates, c'est aussi très intéressant. Google se fait attaquer le 14 décembre. On regarde du côté Microsoft, plusieurs années plus tard, on se fait attaquer le 15 mai. Donc, on est à peu près à la mi-mois. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui se passe en Chine, du coup, à la mi-mois, s'il y a quelque chose au niveau de la numérologie qui est intéressant de ce côté-là. Mais on se rend compte de ces éléments-là. Par contre, on voit que la réaction, le 15 au 12 pour Google, donc 15 décembre au 12 janvier, un mois pour... On se rend compte du problème, on corrige le problème, on fait une annonce publique versus le Microsoft, on parle du 15 mai, on s'en rend compte un mois plus tard seulement, donc déjà là, on a un gap. Puis un autre mois plus tard pour être capable d'annoncer publiquement. Donc, on parle d'un gap de 2 mois entre la brèche et l'annonce. Mais on est des années plus tard. Là. Donc, on est à une époque où, en principe, on devrait avoir beaucoup plus d'informations, où est-ce qu'on est beaucoup plus rapide à récolter l'information, à prendre action sur ces choses-là. Il devrait avoir plus de maturité sur ce type de choses-là depuis, là, parce que quand même, le cas d'Aurora a fait école. Là, c'est une référence. Exact. Puis là, je fais la mention de la série vidéo qui a été produite justement pour l'expliquer, qui est très, très bien détaillée, qui explique toutes les étapes, tous les moments et tout ce qui s'est passé. C'est très documenté, c'est très connu. Là. À l'heure actuelle, on ne peut pas plaider l'ignorance. Non, effectivement, le documentaire que tu fais référence, Hacking Google, en fait, web series où est-ce qu'on a plusieurs épisodes. La première, entre autres, fait exactement ça, explique Opération Aurora. Donc, à ce moment-ci, quand on regarde les deux choses, on voit que Google a vécu une situation un peu similaire, a perdu accès à ses systèmes, a repris contrôle, mais a pris action, a mis en place beaucoup d'éléments depuis, puis vraiment un contrôle complet sur sa chaîne de développement, d'intégration. Là, ce qu'il faut regarder, c'est à partir de demain, Microsoft, vont-ils prendre action? Vont-ils avoir appris de la situation ou, compte tenu de leur notoriété, la grosseur de leur install base, ils vont juste accepter cet élément-là et continuer? Je souhaite fortement pour tous les gens qui utilisent les systèmes Microsoft que Microsoft redresse la situation, que Microsoft retourne chercher des experts. Ils en ont perdu beaucoup depuis plusieurs années. Il y a un exode de plusieurs personnes. Ils ont des bonnes personnes en sécurité, mais leurs top ont quitté. Donc, aller rechercher une expertise, aller se rebâtir cette expertise-là à l'interne, puis reprendre contrôle. Je pense que c'est ça qui va être la clé pour eux. Là. Tout à fait. Puis, de toute façon, tu le mentionnais, le volet Zero Trust ne semble pas être en pleine maîtrise chez Microsoft. Puis, on parle en dehors de connaissance de cause parce qu'on n'a aucune idée comment c'est fait réellement puis pourquoi les choses sont passées à l'interne. Mais en apparence extérieure, c'est comme ça. Je ferais une mention aussi que le virage que Google a fait en 2009-2010 a eu l'avantage de réduire l'ampleur des équipes opérationnelles en cyber parce que, étant donné que tout est built-in, tout est constitué, il y a besoin d'avoir beaucoup moins de gens qui travaillent dans un SOC chez Google parce que il y a beaucoup moins de travaux à exécuter parce que tout est comme fait de façon à ce que il n'y a pas de problème et les signaux sont beaucoup plus faciles à repérer. Il y a beaucoup moins de bruit qu'un environnement plus classique. Là, je ne fais pas référence à Microsoft, mais à une entreprise classique qui est plus lousse dans sa façon de faire, donc qui n'a pas adopté un virage comme Google a fait en 2009-2010, où il y a énormément de bruit et il y a énormément de travail à faire. Donc, d'où un des éléments qu'il faut, je pense, gagner de ça, c'est que tous les travaux qui étaient douloureux, quand même, en 2010, pour Google, sont payants à long terme parce que leurs équipes de cyber est beaucoup plus slim, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus agile, sont capables d'œuvrer dans un environnement qui est fondamentalement sécuritaire, qui est conçu. Et là, comme tu disais, pas bolt-on, mais built-in, ce qui fait la différence énorme, justement, puis ça facilite, fait qu'on a un gain à long terme, même de façon économique, parce que tu mets moins de gens
sur des travails juste de surveillance a posteriori. Tout est fait en amont. Ça va bien. Les systèmes sont beaucoup plus robustes. Puis ça permet une chose. Ça n'enlève pas les attaques, parce qu'il y a quand même un SOC chez Google aussi, mais, oui. mais ça doit s'amplifier comme tout le monde. Là, ils doivent subir les mêmes ampleurs d'attaque que les autres. Mais le fait de l'avoir structuré les choses de cette façon-là permet justement d'avoir une équipe plus allégée sans réduire la capacité réelle de sécurité dans laquelle Google opère. Là. Exact. Puis, mais c'est ça, c'est toutes les questions derrière là, qui sont importantes à se poser. Et même on voit un sénateur américain même qui demande à Microsoft, il veut audience avec Microsoft, parle dans son cas même mentionne de la négligence du côté Microsoft. Donc on voit que c'est plus juste la portion, les technologues qui se posent des questions. On commence à sentir là, même la politique, les gouvernements, monsieur, madame, tout le monde, chez eux, ça arrive fréquemment. J'ai des questions des gens qui me posent, j'ai-tu besoin de ça, moi, un VPN? Parce que les gens se font dire que c'est important, la sécurité, ils savent pas par où partir. Mais c'est sûr que si nos gros joueurs dans l'industrie n'appliquent pas toujours les meilleures pratiques, puis s'assurent pas qu'on soit vraiment au niveau, c'est difficile, après ça, d'aller éduquer tout le monde chez eux. Donc, je pense que c'est une responsabilité sociale de Microsoft, de Google, d'Amazon, de Apple, de tous les gros joueurs côté technologie. C'est une responsabilité sociale d'appliquer les meilleures pratiques là, de l'industrie. Là. Tout à fait. Puis ce cas-là, Google l'a vécu, Microsoft vient de le vivre. Il n'y a rien qui dit qu'Amazon ou Apple ne le vivra pas dans les prochaines semaines ou prochains mois parce qu'ils sont tout aussi à risque que les autres. On ne connaît pas, moi je ne connais pas les designs internes, j'ai aucune idée s'ils sont capables de se prévenir contre ce genre de choses-là, mais juste à regarder ce qui se passe ces temps-ci, Apple se fait énormément, il y a énormément de 0D qui sortent chez Apple par exemple. On voit qu'il y a un intérêt augmenté des acteurs probablement étatiques pour attaquer ces plateformes-là. Fait qu'il n'est pas dit qu'ils ne casseront pas justement un élément d'infrastructure qui vit chez Apple. Fait qu'il faut aussi relativiser, mais c'est important que ces grands acteurs-là. J'ai hâte de voir la démarche du sénateur américain. J'ose espérer qu'il va donner des balises pour aider justement ces grands joueurs-là qui sont maintenant des joueurs d'infrastructures sociaux qui sont très importants à peut-être nettoyer certaines zones qu'ils ont peut-être négligées par le passé. Oui, effectivement, c'est ça. C'est prendre conscience de l'impact qu'on a, pas juste l'impact de notre install base technologique, pas nécessairement les revenus, mais l'impact sur la vie des gens qu'on a. Microsoft a un impact énorme parce que c'est utilisé partout. Les gens utilisent ça au travail. Il y a une portion, beaucoup d'entreprises, beaucoup de gouvernements qui vont travailler avec les produits Microsoft. Ça devient hyper important pour ces grosses organisations-là d'avoir cette conscience-là sociale, d'appliquer ça, puis d'accepter les grandes responsabilités qui viennent avec leur stature. Puis c'est là qu'on donne la chance aux coureurs en ce moment. On laisse la chance à Microsoft de démontrer qu'ils sont capables d'aller dans cette direction-là. Il y a d'autres compagnies qui l'ont déjà fait. Google l'a déjà fait par le passé. On continue à le démontrer. On va donner la chance à Microsoft de démontrer qu'ils sont capables de le faire. Puis l'avenir sera juge et maître de la situation. Effectivement. Je te remercie énormément. C'est très intéressant d'avoir fait ce survol-là, puis d'ailleurs de ce rappel pour Aurora qui me ramène quand même quelques années. Fait que je te remercie énormément. C'était un très bel épisode. Merci, c'était super le fun. À la prochaine.